Bienvenue à tous pour un nouvel épisode du Tom Talks, épisode 12 qui va ouvrir une série de 3 épisodes consacrés aux grands faussaires. Hello Thomas. Hello Olivia, hello Fanny. Salut Toto. Vous allez bien? Bah ouais, ça va, on a hâte d'en savoir plus. Donc les faux et leurs faussaires, vaste sujet. Sujet qui a toujours un peu inquiété le marché de l'art et dont le marché de l'art n'aime pas du tout parler. Parce que ça représente peut-être 0,01% de l'activité, mais en termes de temps pour résoudre les problèmes, c'est plutôt 10% du temps quand ça arrive, parce que c'est toujours catastrophique et extrêmement compliqué à dénouer et aller au fond des choses pour savoir vraiment qui est le faussaire. Souvent, on n'arrive jamais à trouver qui est le faussaire. Mais j'ai quelques histoires pour vous, croustillantes, qui racontent qui était le faussaire. Et notamment, je vais vous expliquer comment cette conférence est arrivée dans ma tête et comment j'ai décidé de finalement en parler. C'est pas vraiment tabou, mais presque. Et en fait, ça remonte à une dizaine d'années en arrière, quand je suis allé à un vernissage au Musée Royal des Beaux-Arts à Bruxelles. Et j'ai rencontré le directeur. Et le directeur nous a raconté une histoire qui remonte au début des années 60, lorsque le musée venait d'être rénové complètement et avait réouvert ses portes. Et il y avait une grande inauguration de réouverture du musée où quelques artistes belges avaient été conviés, notamment René Magritte et le roi de Belgique, qui était le jeune roi Baudouin à l'époque, qui ne connaissait pas tellement les œuvres d'art et qui ne savait pas tellement quoi dire, surtout face à Magritte, qui avait déjà une réputation extrêmement bien établie. Et finalement, il s'est retourné vers Magritte et lui a dit « Ah, je suis très content que vous soyez là, parce qu'au moins, avec votre présence, on est sûr qu'il n'y a aucun faux dans le musée. » Aucun faux Magritte. Et quelques semaines plus tard, Magritte va déposer au musée un tout petit tableau qui s'appelle « Ceci n'est pas un faux », qui va offrir au musée royal des Beaux-Arts en disant « Au moins, le musée sera rassuré, le roi de Belgique sera rassuré qu'il n'y a pas de faux Magritte dans ce musée. » Donc, compte tenu de ce petit tableau et de la présence de ce petit tableau en Belgique, je me suis dit finalement, si c'est pas tabou pour Magritte, il n'y a pas de raison que ce soit tabou pour les Willovers. Donc, parlons-en. Et la première histoire dont je voulais vous parler, l'épisode le plus marquant de cette affaire qui concerne les tableaux de Vermeer et de Van Meegeren, c'est un beau matin en 1946, tandis qu'il pleuvait sur Amsterdam, dans les faubourgs de la ville. Bonne ambiance. 3 hommes, habillés assez sombrement, frappent à une porte. Un vieux monsieur ouvre la porte et lui dit « Monsieur Van Meegeren ?»« Oui. »« Monsieur Han Van Meegeren ?»« Oui, c'est moi. Au nom de la loi, nous vous arrêtons pour fait de haute trahison et complicité avec l'ennemi. » Bienvenue à « Ceci n'est pas un faux ». Vermeer. Donc, commençons par Vermeer. Qui est-il exactement? Cette histoire commence dans les années 1930, juste entre les deux guerres. Vermeer, il faut comprendre que c'était devenu une superstar absolue au tout début du XXe siècle en tant qu'artiste hollandais du XVIIe siècle. Et vous savez pourquoi? Je sais qu'il a très peu peint, qu'il y a très peu de tableaux connus de lui, mais je suis pas sûre que c'est vrai, il a peint une trentaine, peut-être 35 tableaux à ce jour qui sont reconnus comme étant des œuvres de Vermeer. Il était une superstar au début du XXe siècle, parce qu'avant, il n'existait pas. On ne connaissait pas Vermeer au XIXe siècle et avant. On l'avait confondu avec d'autres artistes hollandais du XVIIe, tels que De Hock, mais on n'avait pas vraiment compris que Vermeer existait et qu'il y avait une œuvre à part entière. Et la découverte de Vermeer, on la doit essentiellement au docteur Abraham Bredius, qui était un grand historien d'art en Belgique. Et c'est-à-dire que les tableaux n'étaient jamais signés, par exemple? Alors les tableaux étaient parfois signés Vermeer, donc on ne savait pas trop où pas signer. Et quoi qu'il en soit, l'histoire de l'art a fait en sorte de les englober. Alors peut-être que certains historiens d'art avaient reconnu le peintre, mais n'en avaient pas fait tout un cas. Mais c'est vraiment le professeur Bredius qui a réuni un corpus d'œuvres qu'il a découvert tout au long de sa carrière. Donc au début c'était une quinzaine, après on est passé à 20, après c'était un par un. Et il a publié pas mal d'articles et de livres sur la production de Vermeer, qui est absolument incroyable, toutes ces scènes d'intérieur, de petits formats. Et il s'est efforcé tout au long de sa carrière, Bredius, à essayer de retrouver les œuvres de Vermeer. En contrepartie, la redécouverte de cet artiste a créé un véritable buzz aux États-Unis. Je pense qu'il y a un des Willovers qui avait posé comme question pourquoi est-ce que l'Amérique a acheté autant au début du XXe siècle.
parce que l'Amérique était très très fortunée. Il y avait énormément de collections et de collectionneurs privés qui avaient l'intention de faire des musées. Et au début du siècle, les États-Unis, si bien la Frick Collection sur la 5e avenue, que le Metropolitan, que le musée Gardner à Boston, et que tant d'autres ont commencé à acheter les tableaux de Vermeer qui sortaient. Et à tel point que ça inquiétait même le gouvernement hollandais, qui se disait on ne va pas avoir les moyens d'avoir des Vermeer pour nous au Rijksmuseum. On va se faire coiffer au poteau à chaque fois par des Américains qui montraient déjà une grande agressivité et qui payaient l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de dollars d'aujourd'hui, au début du siècle, pour acquérir ces nouvelles œuvres redécouvertes de Vermeer. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, cette redécouverte de Vermeer, et notamment ce peintre restaurateur basé à Amsterdam, qui s'appelait Han van Meegeren, qui devait avoir 25-30 ans dans les années 10. Donc 1910. 1910, il a décidé de faire défaut. Il s'est dit, puisque Vermeer est un marché qui est extrêmement porteur, ça c'est une constance dans tout ce qu'on va voir sur les faussaires, que les faussaires évidemment s'intéressent aux tableaux qui sont en vogue à un moment donné du marché, et qui proposent et qui font des copies d'œuvres qui créent le buzz à cette époque-là. Donc Van Meegeren commence à essayer de peindre des Vermeer. Van Meegeren était assez prudent, il avait une sorte de réseau d'intermédiaires, des galeristes, des brocanteurs, qui s'occupaient de la commercialisation de ses œuvres. Et c'est le premier artiste qui l'a copié. C'est le premier artiste qui l'a copié, absolument. Et il a passé d'ailleurs toute sa vie de faussaire, à notre connaissance, à copier des Vermeer. Il avait une technique bien particulière, c'est-à-dire qu'il savait que pour créer un tableau du XVIIe siècle, il fallait utiliser un châssis d'époque, une toile d'époque, des pigments, il fallait essayer de les vieillir comme il pouvait. Par rapport au châssis et par rapport à la toile, ce qu'il faisait, c'est qu'il trouvait des petits mètres, il rachetait des tableaux, mais vraiment de mètres très très mineurs du XVIIe. Il gardait la toile, il enlevait donc, la surface picturale qui était en général une scène de chasse, des natures mortes, des choses comme ça, et après il repeignait par-dessus ce qu'il espérait être un Vermeer. Comme ça, lorsque Bredius allait examiner les œuvres, il les retournerait, regarderait le châssis, regarderait la qualité de la toile, et dirait en tout cas la toile et le châssis sont d'époque, donc c'est déjà bien parti. Ensuite, beaucoup de tableaux de Vermeer, 3 siècles plus tard, avaient subi de la craquelure, et donc étaient complètement craquelés. Un peu comme la Joconde aujourd'hui, quand on va au Louvre et on regarde de près la Joconde, on voit qu'elle est craquelée complètement. Et cet effet de craquelure, c'est pratiquement impossible à faire par les temps modernes. Et Van Meegeren a trouvé un système assez malin, c'est qu'il a réalisé que s'il mélangeait le pigment de sa peinture avec de la bakélite, qui est une forme de plastique inventée au tournant du siècle par un Belge, tu peins ton tableau et tu mets ton tableau au four à 110-120 degrés pendant 1 heure. Il y a une petite recette. Il va ressortir avec plein de craquelures. Et ça fera l'affaire. Le seul problème, c'est qu'on a beau inventer une méthode de craquelure, on a beau utiliser des châssis anciens, après il faut encore savoir peindre comme Vermeer. Et effectivement, les premiers tableaux que Van Meegeren va peindre, ça passe pas auprès de Bredius. Bredius dit, ça ressemble pas vraiment à Vermeer. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais. Et donc, ça ne marche pas. Il essaye plusieurs fois, toujours avec des intermédiaires qui le protègent, lui. Qui eux sont au courant ou... Non, ils ne sont pas au courant. Non. À chaque fois, il y a une histoire d'une ancienne famille qui possède ce tableau depuis des générations et qui veut le faire expertiser par Bredius. Mais ce n'est jamais Van Meegeren qui allait voir Bredius. Et Bredius, systématiquement, dit non. Mais il dit, ça pourrait être de l'entourage, oui, je vois que c'est quand même un tableau ancien, etc. Mais c'est pas de sa main. C'est pas de sa main. Mais au moins, il voit pas il grille pas qu'en gros que c'est tout un... Non, il n'imagine pas que c'est un faussaire, pas du tout. Il imagine que c'est école de... que c'est un peintre, un suiveur de Vermeer qui s'en est inspiré. Et pendant ce temps-là, Bredius, lui, sa découverte de Vermeer remonte à 30 ans en arrière, et il a du mal à découvrir des vrais Vermeer. Ça devient de plus en plus difficile, parce qu'il y en a très peu. Encore aujourd'hui, il n'y en a que 35, donc par la force des choses, il ne peut pas faire des découvertes tous les jours. Il ne savait pas, parce que... Il ne savait pas, mais ce qu'il savait savait... que ça ne tombait pas toutes les 5 minutes non plus, quoi. C'est que ces grands jours de gloire, du début du siècle, en tant que découvreur, étaient un petit peu passés. Et donc il se lance dans la publication d'un nouveau bouquin sur Vermeer, et où il explique que c'est pas possible que Vermeer, dans sa vie, n'a peint que 30-35 tableaux. C'est impossible. Et donc, il doit absolument s'agir, vu la qualité extraordinaire des tableaux de Vermeer, le travail de la lumière, les montages intérieurs, les détails, que ce sont des œuvres de maturité. Celles qui sont déjà connues. Celles qui sont déjà connues. Et lui, il dit, certainement dans sa jeunesse, par opposition, il a dû faire des tableaux beaucoup plus grands de format, parce que les tableaux de Vermeer sont 40 sur 30 cm, sont relativement petits,
Donc il a dû peindre en grand et il a dû peindre des scènes religieuses. Ah oui, donc il se fait tout s'invente un petit movie, quoi. Il s'invente tout un petit movie et il publie ce livre où il spécule sur qu'est-ce que Vermeer aurait fait dans sa jeunesse, puisque c'est pas possible qu'il ait peint seulement 30 tableaux. Il a dû trouver ses sources quelque part ailleurs. Et à l'époque, traditionnellement, les jeunes peintres qui sortaient des beaux-arts, des écoles, avaient en général peigné des scènes religieuses et plutôt de grand format pour être repérés. Cette publication, une fois qu'elle est sortie, n'intéresse pas grand monde, mais Van Meegeren en obtient une copie, et qu'est-ce qu'il se dit ? Je vais faire des tableaux de jeunesse de Vermeer, puisque Brédus les recherche. Et il va peindre une composition assez grande, qui s'appelle le Dîner à Emmaüs, qui est basé sur le Caravage, qu'il va soumettre en 1932 à Brédus, en le disant, toujours par un intermédiaire, je pense avoir trouvé une œuvre de jeunesse de Vermeer. Et Brédus, voyant une composition de grand format, de nature religieuse, se dit « Eureka, j'avais raison depuis le départ ». Oui, ça le conforte un peu dans son ego, quoi. Voilà. Oui. Et ça, c'est très 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 important dans le processus du faussaire, de conforter les gens dans leur ego, de leur donner la réponse à une question qu'eux-mêmes ont posée. Bien sûr. Comme ça, l'idée du faussaire n'entre même pas en jeu, c'est vraiment Brédus qui se réconforte lui-même en disant non seulement l'œuvre est de jeunesse de Vermeer, mais c'est une œuvre très importante, etc. Et donc cette œuvre, considérée comme un chef-d'œuvre en plus par Brédus, va faire l'objet d'une sorte de traque de plusieurs marchands, et notamment de grands banquiers hollandais qui font leur propre musée, qui est le musée Van Beuningen, qui est en Hollande, qui existe encore aujourd'hui, et vont tout faire pour acheter le tableau le plus vite possible pour une somme, mais considérable. À tel point que le Rijksmuseum, lui aussi, va essayer de racheter ce tableau, mais va arriver trop tard. Et le Rijksmuseum, par votation du Parlement hollandais, proposait d'échanger un vrai Vermeer, une œuvre de De Hoop et de l'argent contre le Christ à Emmaüs de Van Meegeren, pensant que c'était un Vermeer extraordinaire. Donc, évidemment, le musée privé Beuys glousse d'avoir pu acheter finalement un vrai tableau de Vermeer et une œuvre de jeunesse aux dépens du Rijksmuseum, ce qui n'était pas rien à l'époque. Van Meegeren, sachant que le Rijksmuseum était frustré de ne pas avoir acheté... mais je vais vous en faire un autre. Exactement, il en a fait un autre qui est toujours au Rijksmuseum aujourd'hui. Et Van Meegeren va vite comprendre qu'il a trouvé la bonne formule en fait. Parce que une fois qu'il a convaincu Brédus, en fait, il n'y a rien d'autre à faire finalement. Rien d'autre à faire. Il va réussir à convaincre Brédus, toujours par le biais de ses intermédiaires, à 15 reprises, avec des tableaux de plus en plus moches, de plus en plus moches, de plus en plus moches, de plus en plus mal faits, et qui n'ont vraiment, mais absolument rien à voir avec l'œuvre de Vermeer telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on la connaissait à l'époque. 15, c'est beaucoup quand même. Il va en vendre un, je crois, aux États-Unis, et il va en vendre un peu partout pour vraiment des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros d'aujourd'hui, et presque faire fortune. Et ce petit système marche bien jusqu'à 1939, où la guerre éclate. Et Van Meegeren est bien embêté parce qu'il ne sait plus à qui vendre ses tableaux. Tout son système d'intermédiaires tombe à l'eau et donc il doit arrêter sa production. Et là, pendant la Seconde Guerre mondiale, il découvre que tous les collectionneurs n'ont pas disparu et qu'il y a des grands collectionneurs, et notamment les collectionneurs allemands en pleine guerre, et surtout Hermann Göring, qui était supposé coordonner tous les efforts de guerre de l'Allemagne, mais qui avait quand même trouvé le temps de se confectionner un train dont un wagon entier était uniquement de l'entreposage pour les tableaux qui spoliaient, qui volaient dans toute l'Europe. Des collectionneurs d'un genre un peu particulier quand même. Un peu particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc soit c'était des ventes forcées où il obligeait les familles à lui vendre à bas prix des tableaux, soit c'était carrément des spoliations. Et Göring, systématiquement, passait au jeu de paume, par exemple, retrouver et choisir parmi tous les tableaux qui avaient été spoliés aux familles juives, les tableaux qui lui plaisaient à lui pour son propre musée. Il était en train de construire une énorme maison qui serait devenue également son musée personnel. Et il a, malheureusement pour lui, un grand compétiteur, qui est Hitler lui-même. Il ne faut pas trop faire d'ombre non plus. Il ne peut pas faire d'ombre à Hitler. Et il est à la recherche d'un Vermeer. Parce que ça lui manque dans sa collection, mais à chaque fois qu'il arrive à en trouver un, il y en aura un en Autriche qu'il n'arrivera pas à acheter, parce que quand il arrive sur place, Hitler est déjà passé par là, le conseiller d'Hitler, et le tableau a déjà été vendu à Hitler. Enfin, vendu. Entre guillemets, à bas prix évidemment. Ensuite il arrive à Paris où il le trouve, le fameux astronome des Rothschild,
qui est aujourd'hui au Louvre. Et là, le tableau est déjà dans une caisse, et sur la caisse, il y a écrit H13. H pour Hitler, et donc c'est déjà un tableau qui a été sélectionné et qui va rejoindre les collections d'Hitler. Donc encore une fois, Göring rate le coche et n'a pas de Vermeer. Donc il commence un peu à être chauffé par cette affaire. Oui, il commence à être chauffé, et que va faire Van Meegeren? Van Meegeren décide de faire un tableau, un faux Vermeer, qui va proposer à Göring. Mais cette fois-ci, n'ayant plus d'intermédiaire... Ni foi ni loi. Hein, ni foi ni loi. N'ayant plus d'intermédiaire et plus de réseau... C'est abominable ces visages. C'est lui-même qui va proposer le tableau à Göring. Et Göring va lui proposer des tableaux anciens en échange. Donc 135 tableaux anciens en échange du faux Vermeer. Donc là, pour une fois, il va lui-même à la rencontre. Oui, en direct. C'est la seule fois. C'est la seule fois. Ouais. D'accord, bon, c'est un peu les péchés d'orgueil. Péché d'orgueil. Péché d'orgueil et volonté aussi de continuer son business. D'ailleurs, il va refuser l'échange contre les tableaux anciens et il va lui demander de l'argent. Et comme Göring ne peut pas mettre de la pression sur un Hollandais qui n'est pas juif ni rien, il va acheter le tableau en dépensant une fortune. Et le tableau va rejoindre d'abord son wagon et va être rapatrié en Allemagne et va être la grande fierté de Göring qui finalement aura eu son Vermeer. Croit-il. Et à la fin de la guerre, en 1945, quand Göring se sent acculé et quand les Alliés sont en train de récupérer toute l'Europe et bientôt d'envahir l'Allemagne, Göring a l'idée de cacher toute sa collection dans une mine de sel en Autriche, pas loin de Salzbourg, et il va également rejoindre parmi sa collection le tableau de Van Meegeren, le Vermeer, qui va rajouter dans les mines de sel pour les cacher, les préserver contre les bombardements des Alliés. Et donc en fait les mines de sel, c'est des mines qui sont creusées sous des montagnes, qui sont un peu des espèces de cachettes dans des souterrains où il va comme impossible à retrouver, où il va très difficile à trouver, et l'avantage des mines de sel c'est que c'est sec, et donc ça ne va pas abîmer les tableaux pourront être bien conservés. Et donc le projet c'était quoi, de mettre les tableaux dans les mines de sel jusqu'à ce que potentiellement ils soit ils les récupèrent, soit ils perdent la guerre, et dans ce cas-là Göring a donné des instructions que toutes les mines de sel soient minées et explosent et soient détruites avec toutes les collections. Il n'y avait pas seulement sa collection personnelle, mais il y avait aussi l'agneau mystique de Van Eyck, il y avait des Rembrandt, il y avait des Manner, il y avait une collection très importante. Quoi. Et il disait si l'Allemagne ne peut pas récupérer ces tableaux, on préfère les détruire. Et les gens de la mine, les mineurs de cette mine de sel, ont eu vent de cette histoire. Et savaient très bien envoyer les soldats allemands à la fin de la guerre en train de poser des bombes dans les tunnels de la mine des sels. Et heureusement pour l'histoire de l'art et heureusement pour nous, ils ont réalisé aussi que si on faisait tout péter, que si les mines des sel allaient exploser, ils seraient au chômage à la fin de la guerre. Donc discrètement la nuit, ils ont enlevé toutes les bombes et toutes les mines de la mine des sel. Les mines de la mine, pour pas que tout explose et pour pas que tout soit détruit. Ah, donc toi tu penses que c'était pour sauver leur travail? Moi j'avais dans mon imaginaire, je m'étais dit, vous voulez sauver les œuvres. Non. Peut-être les deux. Ouais. On mettra les deux à la mémoire des mineurs autrichiens. On dirait que c'est pour les deux causes. Ceci étant, en 1945, les Alliés constituent, et notamment les Américains, un petit groupe de soldats spécialisés dans la récupération des œuvres d'art, qui vont s'appeler les Monuments Men, qui a fait l'objet d'un film avec George Clooney il y a quelques années. Et eux, par chance, parce que c'était une petite délégation, je crois qu'ils étaient une équipe de 10 personnes à peu près, ils se promenaient en Autriche, et un petit garçon autrichien dans les rues d'un village voit ce capitaine américain arriver vers lui avec une joue comme ça, qui avait une inflammation de dents énorme, et le petit garçon explique que son père est dentiste et que son père peut le soigner. Et donc les Américains acceptent et suivent le petit garçon jusqu'à chez eux. Et lorsque le père, le dentiste, ouvre la porte et voit une troupe d'Américains arriver, de soldats, il dit tout de suite « Je sais où sont les tableaux. Je sais où sont les tableaux. Je sais où ils sont cachés. » Croyant que c'était une arrestation ou une arrestation ou je sais quoi. Et c'est lui qui va informer les soldats américains que dans la mine des sels, à 50 km de là, sont cachés tous les tableaux. Et les Monuments Men vont redécouvrir tous ces tableaux, vont les sortir de la mine et vont retrouver un tableau gigantesque, une œuvre de jeunesse de Vermeer, qui est en fait, comme on sait, le Van Meegeren, et ça va rejoindre le trésor des Alliés. Eux vont essayer de répertorier tous les tableaux et les rendre à leur pays respectifs. Les Monuments Men et les Alliés donc, vont rendre à la Hollande tous les tableaux que les Allemands leur ont volés, également le Van Meegeren, également toutes les archives et toutes les factures de Göring et d'autres du gouvernement allemand qui étaient hyper des nazis, qui étaient très très rigoureux et qui notaient tout. Et éventuellement, le gouvernement hollandais va voir à côté
du Vermeer de jeunesse le nom Van Meegeren. Et ils vont envoyer une délégation de policiers pour arrêter Van Meegeren. Mais pourquoi pour l'arrêter? Pourquoi ils peuvent juste savoir qu'il l'a acheté à lui? Mais à ce stade, on sait. Parce que Van Meegeren a vendu un Vermeer de jeunesse à l'ennemi, à Göring. Ah oui, c'est pour ça. Là, on est à la D'accord, là on est à la haute trahison. Non mais pardon. Haute trahison, Ah, on y est. Ah, La bien police sûr. débarque et arrête Van Meegeren parce qu'ils retrouvent la facture de l'achat de Göring à Van Meegeren, Ah oui, d'un d'accord. Vermeer, d'un trésor national. Van Meegeren est arrêté Pour trahison. Haute pour trahison. haute trahison, ce qui veut dire la peine de mort. C'est pas rien quand même. Oui. Et son procès va commencer. Et son procès, évidemment, tout est relaté dans la presse, qui s'intéresse beaucoup à cette histoire. Et très rapidement, Van Meegeren va prendre la parole et va dire au juge je ne suis pas un traître, je n'ai pas collaboré avec l'ennemi. Au contraire, j'ai fait effort de résistance parce que j'ai vendu à Göring un faux tableau. Le Et là, coquin. Il personne- doute de rien, le gars, quand même. Ils doutent de rien, mais personne ne le croit. Tout le monde dit non mais ça va pas, un faux Vermeer, mais on sait très bien que c'est des œuvres de jeunesse de Vermeer, Bredius nous l'a dit depuis des années, mais non, et il ne le croit pas. Et donc pour sa défense, comme personne ne le croit, il dit amenez-moi un tableau, une toile vierge, Je vais vous faire et un en faux plein Vermeer. procès, devant l'audience, je Génial. vais peindre un faux Vermeer. Et il y va, et il commence à peindre son faux Vermeer. Et ça ne marche pas du tout. Tout le monde dira ah non mais celui-ci on voit bien que c'est un faux, ça n'a rien à voir avec l'œuvre de jeunesse de Vermeer. C'est énorme. Donc le pauvre il est quand même assez âgé, il doit Bon, avoir le pas loin de pauvre, 60 ça ans. va, on va pas non plus pleurer dans les chaumières. Mais il n'arrive pas à prouver que ce qu'il fait c'est Il des est faux. faussaire depuis le début, quoi. Et faussaire depuis le début. Et heureusement pour lui, il a un souvenir tout d'un coup et il dit écoutez, prenez l'œuvre de jeunesse de Vermeer qui se trouve au Rijksmuseum à Amsterdam aujourd'hui, faites des rayons X et vous verrez que sous la couche picturale de cette œuvre de jeunesse, il y a une scène de chasse. Et je le sais parce que c'est moi qui ai fait ce tableau et j'avais pas eu le temps d'enlever la couche picturale du petit peintre qu'il avait peint au XVIIe siècle, qui représentait une scène de chasse, et j'ai simplement peint par-dessus. Donc au rayon X, vous devriez pouvoir voir la scène de chasse. Preuve irréfutable, du coup. Et effectivement, il découvre la scène de chasse au rayon X, et il voit qu'ils ont été complètement bernés par Van Meegeren. Et là, donc, du coup, il cite tous les tableaux faux qu'il a fait. Alors ça, les faussaires ne citent jamais tout ce qu'ils ont fait, Oui. jamais, c'est assez rare. Et de surcroît, Van Meegeren, avant de connaître sa sentence, va mourir d'une crise cardiaque. Ah. Et donc emporter son secret avec lui, et c'est tout ce qu'on saura. C'est dingue. Et du coup, donc évidemment pas condamné pour haute trahison. Bah non, Et pas le temps d'être condamné en tant pour que le reste. faussaire non plus. Non. Donc le don de Van Meegeren, c'est évidemment d'anticiper ce que le spectateur a envie de voir. Et les faussaires, non seulement ils doivent savoir peindre, ils doivent savoir en général créer des pédigrés exacts, mais ils doivent aussi un peu se mettre dans la cervelle des experts pour pouvoir, encore une fois, répondre à leurs propres questions. Et souvent la narrative même prête à confusion. Par exemple, ceci n'est pas un faux de Magritte, n'a jamais existé, et c'est une histoire que j'ai inventée de toutes pièces. Oh là là, quel coquin. Junior Van Meegeren. Oui, Junior Van Meegeren. Bon, bah tu nous as eu, hein, évidemment. On est tombé dans le panneau. Mais c'était trop bien, en tout cas, toute cette histoire. Et on a hâte de se retrouver la semaine prochaine. Pour la suite des faussaires. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut!